Ça se lance, c'est très bien, parfait, bonsoir. Bien le bonsoir, putain, deux atrocities d'affilée, on n'a jamais vu ça. Hola, bien le bonsoir aux gens sur le chat, bien le bonsoir à Darmaniac, bien le bonsoir à Zirexeni, bien le bonsoir à Mike, bien le bonsoir à Reverlance qui sont ici présents pour l'atrocity de ce soir. Atrocity numéro 36, on va repartir sur du Lost Media parce que, eh ben, Feldup a balancé ce qu'on pensait être une masterclass, hein, comme d'habitude. Tu vas te faire un claquage, fais gaffe. Hein. Ouais. J'essaye de parler plus vite, en mode rap god, tu vois. J'ai déjà vu la vidéo de Kendrick tout à l'heure, mais allez. Mais allez, hein, de toute manière. Moi, je l'ai pas vu, hein, comme d'hab. Hein. Rare qu'on traite d'une vidéo que j'ai déjà vue. Bon, on fait honneur. Ça, sinon. Donc du coup, ce soir, c'est pas l'atrocity sur la PS1, c'est pas l'atrocity sur les gens en flash, etc., etc. Mais ça en fait un de plus. C'est l'atrocity du Feldup a sorti une vidéo. Tranquille et toi? Bah tranquille. Écoute, on est bien. On est bien, on est bien, on est pépouze, on est posé. On se met yam. Hein. Twitch me dit j'ai un débit dégueulasse. J'ai envie de dire mais non, je ne vois pas. Hum, hum. Bon, du coup, pour ce soir, hein, le programme, on s'y attend très bien. La dernière vidéo de Feldup qui a drop à 18h cet après-midi. Et une vidéo d'Obscuria, qu'on ne présente plus, hein, désormais, il est passé plusieurs fois ici, qui va concerner un Lost Media japonais. A priori. Pareil, c'est une vidéo que j'ai pas vue. Et Obscuria, il prend du galon, mais un truc de fou. Entre hier et aujourd'hui, il a pris 600 abonnés comme ça, gratuit. C'est incroyable. Tiens, juste pour regarder. C'est Nawa qui l'a aussi vachement augmenté. Les deux là, ils font des progressions assez fulgurantes. Hein. C'est Nawa qui s'approche des 30 000. Putain. J'ai pas pensé à traiter le live qu'on a fait hier. Le live création. Faudra que je m'en occupe. Hmm.
Je vais faire un truc aussi. Que j'avais dit que je ferais, mais que j'ai oublié. C'est de balancer un petit message à Rapki. En prévision de l'interview. Voilà, ça c'est bon, ça c'est fait. T'es mute, je crois? Non, 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 je suis pas mute. Je crois pas. C'est juste que je parle pas. Je t'ai focus sur le fait d'écrire un message. Et bonsoir, Chèche. Bien le bonsoir. Mon lait, j'étais tendu, la tablette est branchée, je suis ready, let's go, bien évidemment, hein, on va y aller. J'écrivais juste un message, hein, vous inquiétez pas. En prévision de la première interview qu'on fera en live. Interview qu'on fera avec Rapki. Pour lui indiquer que le setup qu'on a testé hier avec Chèche, il marche bien, c'est ok, c'est cool. Et puis voilà. On parlera un petit peu de son propre univers, de ses inspi, et on fera, je pense, un bon gros détour sur la vibe autour des FNAF. Mais bon, voilà. On va y aller, oui. Sans plus attendre. C'est presque moins le quart, c'est parfait. Si tout le monde est prêt. Oups là. On va s'augmenter le son là, genre bien. On va couper la musique. Et puis, let's go. Donc, dernièrement, dans les précédents épisodes d'Atrocity, on avait consacré un live sur le thème des Lost Media. On avait fait un premier épisode spécial Lost Media, qui va rejoindre un petit peu tout cet ensemble d'épisodes spéciaux qu'on a vis-à-vis des creepypasta, qu'on a vis-à-vis des Lost Media, vis-à-vis du true crime, etc., etc. Et on avait vu notamment la première partie de la vidéo sur les Lost Media, enfin, du triptyque sur les Lost Media par Feldup. Là maintenant, aujourd'hui, il a sorti la deuxième partie. Si jamais vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à la voir cordialement, directement sur sa chaîne, ou à regarder la VOD si vous voulez avoir mon propre point de vue, si vous voulez avoir mes propres anecdotes.
Et sinon, voilà. On s'y lance tout de suite. Je m'hydrate. Buvez de l'eau, les enfants. Hein. C'est important. Et c'est parti, let's go! Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie 2 de cet épisode spécial de Findings dédié aux Lost Media. Merde, pardon. Catégorie Not Safe for Work, déjà? Évidemment, je vous invite grandement à regarder la première partie que j'avais réalisée. Celle-ci est assez importante pour comprendre un peu l'univers des Lost Media, et aussi évidemment ça me fait plaisir à chaque fois que vous regardez mes vidéos. Dans cette fameuse première partie, je m'étais penché avant tout sur des cas de Lost Media qui ont été retrouvés dus à des efforts plus ou moins importants de la communauté. Mais avec cette nouvelle partie, on commence à plonger les pieds dans ce qui est la nature même des Lost Media, la frustration du mystère et le fait de spéculer sur des choses qui ont véritablement disparu. Dans cette vidéo, on va se pencher sur des Lost Media qui ont disparu, qu'on n'a toujours pas trouvés et qui sont recherchés activement, mais pour lesquels on a de l'espoir, pour lesquels on pense pouvoir les trouver. Que ce soit parce qu'on sait concrètement où ils se situent, ou alors tout simplement parce qu'on sait qu'il est impossible qu'ils soient complètement supprimés, tous ces Lost Media peuvent être trouvés et il n'est qu'une question de temps avant que ceux-ci leak sur internet. Des trois parties de ce finding sur les Lost Media, celle-ci est probablement la moins orientée horreur directe. Vous inquiétez pas, il y a quand même des sujets hyper violents, notamment le premier. Petite pause vis-à-vis de ça. C'est un petit peu à la manière d'un iceberg, où est-ce qu'on va avoir au tout début les Lost Media qu'on connaît le plus, et notamment les Lost Media qu'on a retrouvés, c'est ce qu'on a vu sur la partie précédente, et là, au fur et à mesure, on va aller de plus en plus loin. Ça peut être un iceberg des Lost Media hein, en soi. Là, cette fois-ci, donc du coup, des Lost Media, où est-ce qu'on a des espoirs, où est-ce qu'on a des pistes de recherche, mais où est-ce qu'on les a pas encore retrouvés. Qui est quand même sacrément violent. Mais là ici dans cette vidéo, je veux pointer le doigt sur la nature parfaitement étrange de la plupart des Lost Media. Vous allez voir, la plupart d'entre eux sont assez surprenants et il y a une disproportion entre la nature même de ces Lost Media et les quantités de gens qui veulent les retrouver. Bref, avec cette vidéo, on rentre dans la nature même de ce qu'est un Lost Media, quelque chose de perdu et que l'on cherche encore. Vous allez voir, ça va être surprenant. Avec toujours l'intro impeccable, hein. Très satisfaisante à entendre, ouais. Clip promotionnel pour les JO de Londres 2012. Le 24 août 2008, les JO de Pékin prirent fin après plusieurs semaines extrêmement mouvementées, notamment dû à la peur de désastres liés à la nature controversée d'un événement de cette envergure dans un pays aussi autoritaire que la Chine. Comme à chaque fois, il y a des controverses vis-à-vis des financements pour réaliser les stades, mais aussi des peurs de terrorisme, de censure journalistique, etc., etc. Mais malgré toutes ces peurs, la clôture de l'événement le marquera comme un succès, et elle sera fêtée dans le pays tout entier, notamment lors d'une fête à la London House de Pékin. Et on est La en London 2008, House, de ce que j'ai compris, aujourd'hui ça n'existe plus, mais c'était une sorte d'installation semi-temporaire, une sorte de musée éphémère qui était là pour faire de la promotion de la culture britannique et de la culture londonienne auprès des habitants de Pékin. La fête en question devait célébrer la transmission de l'organisation des Jeux Olympiques de Pékin à Londres pour 2012, en présence du Premier ministre Gordon Brown et du, à l'époque, maire de Londres, Boris Johnson. Et évidemment, Boris Johnson, hein. Et bien entre évidemment. quelques verres de champagne et quelques petits fours, on trouve des discours et des projections, notamment de clips promotionnels pour le tourisme au Royaume-Uni et donc à Londres. On trouve notamment un clip promotionnel qui a été créé par l'agence de tourisme Visit London et qui devait faire une sorte de collage de culture londonienne. Sauf que si on en parle ici, évidemment, c'est parce qu'il y a eu de gros problèmes avec celui-ci. En effet, il a causé pas mal d'indignation, parce que parmi les nombreuses images classiques montrant la ville britannique sous toutes les meilleures couleurs, on peut trouver une image étrange en noir et blanc. Pardon, hein, je prends mes cachets en même temps. Cette image, c'est une peinture du nom de Mira, créée par Marcus Harvey. C'est la reproduction d'une photo d'une personne qui s'appelle Mira Heinle. Et si vous ne la connaissez pas, laissez-moi vous décrire la vie de Mira Heinle, l'intégralité de ce qu'elle a fait, et pourquoi l'inclusion d'une peinture de ce type, et on reviendra sur cette peinture, parce qu'il y a des problèmes avec la peinture elle-même, est un gros problème pour faire de la promotion pour Londres.
Ça va devenir très dégueulasse très vite. Mira Heinle est née le 23 juillet 1942 à Crumpsall, une banlieue de Manchester. Durant les 3 premières années de sa vie, son père, Bob Heinle, était un homme absent car enrôlé dans l'armée pour la Deuxième Guerre mondiale. Quand celui-ci revint de la guerre, ils déménagèrent à Gorton, un quartier pauvre de Manchester, dans une maison minuscule et insalubre, tellement petite que Mira dormait dans un lit simple à côté de ses parents. Son père devint très vite violent du fait de son passage à l'armée et de son alcoolisme et commença à battre violemment sa femme et sa fille. Les choses commencèrent à changer à ses 5 ans quand ses parents eurent un deuxième enfant qu'ils appelèrent Maureen, qui va changer l'intégralité de l'organisation de la vie de Mira. Le problème d'avoir un deuxième enfant dans un appartement aussi petit, c'est qu'il n'y a pas la place pour 2 enfants, tout connement. Du coup, Mira se mit à vivre la majorité du temps chez sa grand-mère, qui habitait très proche de la famille, endroit dans lequel elle va vivre la quasi-totalité de son enfance. Au cours du temps, l'éducation de Bob Heinle va inculquer des valeurs de violence dans la tête de Mira, et des événements traumatiques vont la changer en tant que personne. Notamment, un jour, un de ses meilleurs potes, Michael Higgins, l'invita à aller se baigner dans un réservoir d'eau désaffecté quand il n'avait que 13 ans. Elle refusera l'invitation, préférant aller voir quelqu'un d'autre, et elle apprendra quelques temps après le décès de celui-ci, qui s'était noyé à l'intérieur du réservoir. Elle va traîner une culpabilité énorme, ayant eu l'impression que si elle était venue, elle aurait peut-être pu le sauver. Avec tout ça, elle grandira relativement troublée, agressive et dure, jusqu'à ce qu'elle rentre dans la vie active à 18 ans environ, en se mettant à travailler comme secrétaire à Millward's Merchandising, une entreprise de manufactures diverses. Là, elle y croise un homme qui va changer sa vie, Ian Brady. Ian Brady, c'est un homme dont elle va tomber éperdument amoureuse et pour lequel elle va entretenir une fascination malsaine. Celui-ci était beaucoup plus vieux qu'elle, ce qu'elle cherchait étant donné qu'à 17 ans, elle s'était fiancée avec un homme de son âge qui ne l'a pas convaincue. Et Ian Brady, lui, il avait les yeux, il avait les ongles manucurés, il avait les intérêts un peu étranges, il était un peu mystérieux, un peu renfermé. Ça l'a attirée. Mais un truc dont elle se foutait complètement, qui faisait aussi partie du personnage et dont elle était au courant, c'était le casier judiciaire. Ian Brady était un homme qui avait pour réputation dans son enfance de torturer des animaux et des enfants. Il a été diagnostiqué plus tard comme purement psychopathe et avait déjà été inculpé pour plusieurs petits délits. Il avait également une fascination incroyablement intense pour le chancelier allemand des années 40, qu'il va, dès qu'il va commencer à montrer de l'intérêt pour Mira, partager avec celle-ci. Après 2 années de couple où ils vont étayer chacun leur fascination malsaine respective et où Ian va de plus en plus désinhiber Mira qui était de nature plutôt prude et timide à la base, celui-ci va commencer à émettre une idée, celle de commettre un crime parfait. On était alors en 1963. Ils vont aussitôt prendre un van, se balader sur une route de Manchester et sélectionner une femme de 16 ans, au pif, du nom de Pauline Reed. Heinle, seule dans le van à ce moment-là, va proposer à la jeune Pauline de rentrer à l'intérieur pour l'amener plus rapidement à son cours de danse, ce que Pauline va accepter sans broncher. Elle va lui demander si elle pouvait l'aider à retrouver un gant de haute valeur qu'elle avait perdu au milieu de Saddleworth Moor, un endroit très reculé et rural, proche de Manchester. Elle acceptera de l'aider, et là-bas, Ian les rejoindra, et puis tous les deux, ils vont... Vous comprenez quoi ? Et ensuite la tuer et l'enterrer. I didn't think in terms of redemption, but if I did, I would have said, my name is beyond redemption, that I would never, ever be anything other than what I've become, totally corrupt, evil, wicked. Et ça, ce n'est que le début d'une tuerie qui va compter en tout 5 enfants, allant de 10 à 17 ans en tout, qui chacun sera tué, torturé sexuellement, psychologiquement, physiquement, de certaines des manières les plus affreuses que j'ai pu lire, dans une tuerie qui est aujourd'hui connue comme les meurtres des Landes, une des tueries les plus connues de l'histoire britannique. Le cas est notamment connu car l'une des victimes, Leslie Ann Downey, a été enregistrée audiophoniquement lors de son meurtre et de sa torture par le couple. Et si l'enregistrement n'est heureusement pas sorti, sa transcription est un des trucs les plus horribles que j'ai pu lire. Des gens considèrent que ça c'est un lost media, mais j'avoue que comme personne ne veut entendre ça, j'ai pas voulu le compter quoi. Après le meurtre par Ian Brady de Edward Evans, un jeune homme de 17 ans qui sera remarqué par le beau-frère de Mira, David Smith, lui-même violent, Smith contactera la police et amènera donc à l'interrogation du couple par celle-ci. Celle-ci arrivera à leur porte et leur demandera s'ils pouvaient fouiller le domicile à cause de suspicion de meurtre. Ian Brady acceptera jusqu'à ce que la police arrive à une porte fermée. Après un peu de négociation, celui-ci leur donnera la clé et le policier se retrouvera en face d'un corps ficelé, découpé sur le sol. Mira, elle, ne sera pas arrêtée automatiquement. Pendant quelques jours, elle va essayer de supprimer quelques preuves, mais ce sera déjà trop tard.
La police avait déjà trouvé des photos pornographiques d'une des victimes et la cassette audio dont j'ai parlé précédemment. Ils vont également trouver des photos prises par Ian Brady où on peut voir Mira poser fièrement à Saddleworth Moors, à l'endroit exact où ils avaient enterré une de leurs victimes. Alors, je suppose que c'est le truc qui va être évoqué par la suite, parce que autant l'affaire en elle-même, l'histoire de ce couple-là, ne me... C'est pas que ça me dérange pas, c'est incroyablement dérangeant, hein, bien sûr, mais c'est juste que on a l'habitude, hein, on a déjà vu des cas dans ce style et on sait à quel point l'être humain peut faire des trucs incroyablement dégueulasses. Ça, ok. C'est juste à partir de quel moment tu mets des figures aussi négatives, hein, dans le cadre dans le cadre d'une publicité à valeur touristique. C'est comme si je disais, tiens, je fais de la pub pour l'Allemagne, et pour pouvoir amener, voilà, pour les JO en plus, donc un truc qui est vachement médiatisé, où est-ce que c'est la création de liens entre deux nations, la Chine et le Royaume-Uni. Ce que je dis, c'est, imagine, hein, on est en Allemagne dans le même contexte. À partir de quel moment tu te dis, par exemple, euh, à valeur touristique, je vais afficher un portrait d'Hitler. À partir de quel moment je vais afficher le portrait d'un tueur en série ou quelque chose comme ça? Non. C'est là que c'est intéressant, tu vas voir. Bref, à ce moment-là, ils étaient cuits et c'est devenu dans les journaux par la suite une des affaires les plus médiatisées. Ah bah ouais, hein. La presse s'est surtout focalisée sur Mira Heinle. C'était assez nouveau qu'une femme montre un tel niveau de violence et de cruauté, et elle sera notamment baptisée par la presse à l'époque la femme la plus diabolique du Royaume-Uni. Ça s'invente pas. Ils ont passé chacun le restant de leur jours en prison. Mira Heinle mourant en 2002 et Ian Brady mourant en 2017. Il y a notamment un loss média lié à Ian Brady. C'est qu'on sait actuellement que dans les mains de son avocat, il y a 2 mallettes verrouillées. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de ces 2 mallettes, mais on imagine que ce serait peut-être des informations pour savoir où certaines des victimes auraient pu être, peut-être s'il y a eu d'autres victimes, essayer d'éclaircir des zones d'ombre de cette enquête. Mais malheureusement, à cause des lois, la police n'a tout simplement pas le droit d'aller regarder et de demander qu'on ouvre ces mallettes. Du coup, encore aujourd'hui, c'est des loss médias. Alors, c'est horrible tout ça, on est d'accord. Ok. Mais c'est quoi le rapport avec les JO ? Qu'est-ce qu'une image d'une peinture qui reproduit cette photo d'un mugshot, donc une photo d'arrestation de Mira Heinle, ferait dans un clip promotionnel Visit London ? Laissez-moi vous parler un peu de la peinture. La peinture s'appelle Mira et a été réalisée par Marcus Harvey en 1995. Cette peinture... Imaginez quelqu'un fait une pub pour une association caritative pour enfants et à un moment ils mettent une image de Roman Polanski. On est d'accord que ça serait plus que de très mauvais goût. Hein ? Peinture, elle a une particularité. Visit London. Alors. Laissez-moi vous parler un peu de la peinture. La peinture s'appelle Mira et a été réalisée par Marcus Harvey en 1995. Cette peinture, elle a une particularité, comme vous pouvez le voir, le trait il est un peu étrange, c'est qu'elle a été réalisée entièrement avec des empreintes de mains d'enfants trempées dans la peinture. Oui, Mira est une peinture qui utilise... C'est qui cet artiste? C'est... L'artiste Be Like, j'aime la provoque. Alors, on va faire un postulat tout de suite. J'adore le fait d'utiliser certaines techniques au sein de la peinture, où est-ce que la technique a autant une signification que la peinture en elle-même. Je vois le projet, hein.
euh, on est d'accord que c'est pas du tout moral hein, de faire ça. C'est smart, mais c'est atroce, hein. Et quitte à y faire, je préférerais ne pas avoir cette peinture, même si c'est smart. Le débat de la morale dans l'art, oui, comme toujours, le débat de la morale dans l'art. Le débat de la morale dans l'art pictural, dans la peinture en lui-même, au cinéma. On a parlé de Roman Polanski, on sait très bien ce que les saloperies que Roman Polanski a fait. Et il y a la question de est-ce qu'on sépare l'œuvre du mec en lui-même. On pourrait parler de Picasso aussi, on pourrait parler de Dali. Si on parle de peintre, hein, on peut parler de ce qu'a fait cet artiste qui est, moi, je trouve absolument dégueulasse. Pourquoi les activistes ne massacrent pas cette peinture plutôt? Alors, on va pas trop dériver dans des sujets concernant l'activisme, la politique et tout ça. Hein. Restons tranquilles. Il a fait quoi, Dali? Ben, de mémoire, apparemment, c'était un sacré connard. Je sais plus exactement pourquoi. Je sais plus de choses vis-à-vis de Picasso, pour le coup. Mais apparemment, c'était quelqu'un qui était euh, pas très cool, hein, au final, notamment avec les femmes. Écraser ses compères surréalistes et comme d'autres, les femmes dans sa vie, voilà. Voilà, voilà. Euh, c'est comme... j'avais un parallèle à faire, mais je l'ai oublié. C'est comme hein, si je te faisais... Tiens, même principe, hein, parce que je peux calquer ce même principe sur ça. C'est comme si je te faisais un portrait de Michael Vick. Pour les gens qui connaissent pas, Michael Vick, c'était un footballeur américain, si je me souviens bien, qui a été très controversé parce qu'il était engagé dans des combats d'animaux illégaux. Il faisait se battre des chiens. Et il récoltait des paris sur ça. Ok? C'est comme si je faisais un croquis de cet homme avec du sang de chien. C'est bon. Tu comprends le délire, tu comprends la signification. Par contre, tu te dis oui, mais non, mais enfin, d'accord, mais fais pas ça. Ça questionne comme peinture. Si le but, tu le mets dans une expo avec le bon thème et le bon public, ça passe. La question que je me pose, c'est savoir que les mioches pinceaux vont penser ressentir quand ils vont grandir et comprendre l'ampleur de ce qu'ils ont fait en payant ce portrait. Mais je trouve que c'est franchement passable par rapport à d'autres œuvres plus border dans la technique employée. On est d'accord. Je suis d'accord avec toi, Chèche, parce que, enfin, de mon propre avis, c'est le genre de peinture que j'aimerais pas voir, parce que au niveau de, euh, au niveau de sa technique, c'est trop connoté. C'est trop connoté et je peux décemment pas accepter le fait qu'une peinture dont le trait a été fait par des mains d'enfants représente une personne qui a torturé, qui a violé et qui a tué des enfants. Ça, c'est impossible. Si ça avait été fait d'une autre manière, qui laisse suggérer un rapport avec l'enfance, peut-être que je l'aurais plus accepté. Mais là, c'est trop gros. Mais encore une fois, là, c'est mon point de vue et ça repose encore une fois la question de la moralité dans l'art et la question de ben, jusqu'où peut aller la technique, jusqu'où peut aller la symbolique et est-ce qu'on peut séparer l'œuvre de l'artiste. Je sais pas si c'est clair tout ce que j'ai dit, mais c'est mon point de vue. Bien le bonsoir tout le monde, j'étais justement en train de regarder la vidéo de Feldup. Salut Jojo. Et encore une fois, je trouve ça d'autant moins... euh, là, on a parlé, on a fait un aparté sur la peinture, mais
Pourquoi dans le cadre d'une promotion touristique? Enfin, très sincèrement, hein, en termes de publicité touristique, c'est un non-sens absolu. C'est tueur d'industrie, ce genre de truc. Tu vas pas montrer les aspects négatifs d'événements d'un pays quand tu fais la promotion touristique. Enfin, après, qu'est-ce qu'on entend par aspect négatif, là aussi, bon. C'est tellement un non-sens que pour moi, c'est pour faire en sorte de le mettre aux yeux de tous, de façon... c'est une façon de dénoncer, c'est de la provoque clairement à but de sensibiliser. Ça peut être ça. Ça peut être une manière d'attirer l'œil et de mettre la lumière sur cette affaire. Euh, Est-ce que franchement c'est le mieux indiqué dans le cadre, dans le contexte des JO, tu vois? Je sais pas, tu l'aurais mis dans le cadre d'une quelconque convention, d'un quelconque événement qui traite de telle ou telle question, genre les questions de rapporter ben, à la maltraitance des enfants, par exemple. Quelque chose qui est rapporté à, je sais pas, le fait de dénoncer certaines idéologies. Le fait de faire un truc qui soit centré sur l'aspect touristique de tel ou tel truc. Ça, ok, dans le cadre des JO. Barley Passing qui nous dit, en plus, la peinture est pas mal. Le trait, le trait avec la technique, la peinture, oui, c'est cool, hein. Moralement, ça passe pas. Tu connais l'histoire des mecs qui montent des vidéos avec les mêmes inserts encore et encore sans que ça fasse scandale? Non, je connais pas. Il y a des trucs comme ça où est-ce que très sincèrement, je me dis, les mecs, pourquoi ils ont pensé à ça? Et ça, c'est quelque chose qu'on voit notamment dans le marketing et la publicité. Mais je pense que la réponse, c'est on met ça parce que c'est choquant. Donc du coup, quoi qu'il arrive, les gens vont en parler. Et c'est un truc qui me déplaît de plus en plus, c'est de faire de la publicité volontairement choquante pour attirer des spectateurs. Ça marche, ouais, mais mais c'est non, quoi. En vrai, des fois, faut pas chercher un soupçon de fainéantise et de bêtise, ça suffit. T'aurais plus simple que ça, je pense, hein, à chercher pour faire une bonne communication. Je pense, hein. T'as plein d'autres trucs, t'as plein d'autres exemples très marquants vis-à-vis du Royaume-Uni qui peuvent être utilisés dans le cadre de cette promotion. Il y a des questions morales qui se posent après, oui. Mais encore une fois, le fait que... c'est ça le souci, en fait. Le souci, c'est pas tant la peinture. La peinture, elle est conservée dans une exposition, elle a sa valeur artistique, on peut critiquer la technique ou non, mais de base, c'est dans le cadre d'une exposition, c'est dans un cadre privé. Je pense que là, ceux qui sont plus à blâmer, ce sont les promoteurs, les marketeurs, qui ont fait la publicité et qui ont eu cette volonté de montrer spécifiquement cette peinture.
Bon, on continue, hein. Sinon, moi, je pars pour 2 heures, là. Les marketeurs, toujours, oui, les marketeurs, des connards, hein. Le marketing, c'est te vendre des trucs dont tu n'as pas besoin et toujours chercher à faire le truc qui fasse le plus scandale, j'ai l'impression. Des empreintes de mains d'enfants trempées dans la peinture. Oui, Mira est une peinture qui utilise des mains d'enfant pour reproduire le visage d'une tueuse violence pédophile, parmi les plus horribles de l'histoire de son pays, qui a causé d'ailleurs une des folies médiatiques les plus importantes de son temps. Vous le comprenez, cette peinture est ultra controversée. Chaque exposition qu'il inclut crée des manifestations et des insultes, car concrètement, c'est de l'exploitation d'enfants torturés et morts. Et un truc que je trouve fou, c'est que Mira Heinle elle-même a écrit depuis sa prison pour dire qu'elle était contre l'œuvre car elle trouvait que c'était pas cool pour les familles des victimes. C'est fou, hein, que la tueuse s'exprime en disant non mais les gars, vous déconnez. C'est La femme la plus diabolique du Royaume-Uni est elle-même en train de te dire que tu vas peut-être un peu trop loin, c'est qu'éventuellement tu devrais te remettre en question. Mais bon, Marcus Harvey s'est défendu en disant que la peinture était un moyen de retranscrire le gouffre abyssal entre Marcus Harvis, c'est ça? Marcus Harvis? Marcus Harvey. Hmm. Bah, je t'aime pas trop. l'innocence du monde de l'enfance et l'univers dépravé des adultes. Attends, j'ai mal entendu. Éventuellement, tu devrais te remettre en question. Mais bon, Marcus Harvey s'est défendu en disant que la peinture était un moyen de retranscrire le gouffre abyssal entre l'innocence du monde de l'enfance et l'univers dépravé des adultes. Un peu trop loin, c'est qu'éventuellement tu devrais te remettre en question. Mais bon, Marcus Harvey s'est défendu en disant que la peinture était un moyen de retranscrire le gouffre abyssal entre l'innocence du monde de l'enfance et l'univers dépravé des adultes. Un peu trop loin, c'est qu'éventuellement tu devrais te remettre en question. Mais bon, Marcus Harvey s'est défendu en disant que la peinture était un moyen de retranscrire le gouffre abyssal entre l'innocence du monde de l'enfance et l'univers dépravé des adultes. C'est marrant, mais plus j'écoute cette phrase, plus j'écoute cette explication, plus je trouve que c'est de la merde. Il aurait dit qu'il voulait juste dénoncer l'horreur humaine façon choc, ça serait mieux passé. Oui, enfin, tout le monde... oui, oui, c'est... oui, mais c'est... c'est un peu fort de café, là, quand même, hein. C'est une excuse très moyenne, hein. Je viens de check, il a fait de l'art bien vénère. Est-ce qu'on ferait pas, hein, un moment, un Atrocity sur les plus grosses peintures controversées? Non, peut-être pas. Mais la petite bouteille de bière dans les mains, tu la vois, ouais, la petite bouteille de bière dans les mains, ça, on sait pas ce que c'est, j'ai pas réellement envie de savoir. Enfin, on n'est pas là pour trash Marcus Harvey, mais honnêtement, pas d'accord, hein. Pas d'accord. Je trouve que il y a des manières bien plus intelligentes de faire ça. Marcus, c'est non. Si l'objectif est de mettre en lumière la différence entre l'innocence de l'enfance et la cruauté du monde adulte, il y a plein d'œuvres qui le font de manière intelligente. Et si toi tu veux le faire, tu fais pas le portrait en peinture d'une tueuse abominable.
avec des mains d'enfant. C'est non. Et depuis 1999, elle n'a pas été exposée une seule fois. Mais du coup, on heureusement. réitère la question, qu'est-ce que ça fout dans un clip promotionnel pour les JO de Londres 2012 ? Sachant que ça fait quand même déjà plus de 10 ans que c'est périmé cette histoire de peinture. Visit London a répondu à tout ça en disant que tout simplement ce clip promotionnel avait été réalisé avec des images de stock qu'ils utilisaient déjà depuis très longtemps dans des clips promotionnels touristiques divers et que jusque-là, l'inclusion de Mira n'avait jamais été notée. Le clip Oh, ça me saoule tellement, ils sont cons, là. promotionnel n'aurait été donc diffusé que très peu de fois en Chine et pas de manière publique, à l'exception de sa présence présumée sur le site internet de Visit London selon un article de The Guardian datant du lendemain de sa première diffusion. Beaucoup de gens veulent retrouver ce clip promotionnel. Comme beaucoup, ça serait intéressant de voir cette sorte de juxtaposition improbable entre un serial killer et un clip touristique. Mais la recherche de celle-ci est plutôt compliquée. On peut demander à Visit London, mais j'imagine qu'ils veulent pas entacher encore plus leur image étant donné que ça a causé un mini tollé dans les journaux après. Ou alors on peut se contenter de quelques petites archives qui prouvent bel et bien qu'elle a été diffusée. On trouve ça Ben oui, mais à partir de quel moment tu es une agence touristique et tu te dis, je mets un portrait de tueuse avec une technique qui est limite plus, et tu fais, ça passe, on la garde. C'est bon, la régie, ça passe, on la garde. Non ? Oui, c'est une agence touristique. C'est encore une fois, c'est comme si je suis une agence touristique en Allemagne, je fais un clip avec à l'intérieur un truc qui s'apparente au Troisième Reich ou directement à Hitler, et je fais... crème, hein. C'est lunaire. C'est... Je vous le rappelle, hein, j'ai étudié le tourisme. Hein. T'as bien notre manière de mettre en scène la culture d'un pays. Moi, j'ai juste envie d'aller les voir et de mettre des claques. Hein. cette photo à l'intérieur de la London House, ou alors cette quoi. petite interview sur la télévision chinoise centrale, où on peut voir en fond le clip se jouer. Ce petit extrait est la seule archive vidéo de ce clip promotionnel qu'on a pu trouver. Bien exposé au public, bien là comme ça, hein, bien montré là derrière. Déjà, qu'on soit clair là-dessus, juste en termes de visuel, on me met ça dans le cadre d'un exposé touristique, moyen chaud. Hein. Moyen chaud. Moi, je viens sur place, je viens en Chine, je vois ça. Je fais, c'est... Quel est le fuck? C'est quoi le bordel? C'est flippant de base, oui. C'est flippant de base. Hein. Et si en plus derrière tu apprends l'histoire, c'est vrai, enfin tu te poses de réelles questions. Hein. Il y a de l'espoir de pouvoir retrouver ce clip promotionnel, de pouvoir enfin voir l'une des plus grosses bourdes de communication de l'histoire du tourisme. Il est certain que Visit London l'a dans une archive ou que des enregistrements pirates de la fête à la London House de Pékin existent. Il est également possible que quelqu'un ait pu télécharger la version qui a été diffusée sur le site de Visit London, mais pour l'instant, on est dans le flou total. Ce fragment controversé de l'histoire touristique de Londres reste aujourd'hui disparu et les recherches continuent. Mario 64, Big Star Secret.
Ah, on va reparler de Mario 64. Alors là, définitivement, on a le sujet le plus bizarre de toute la vidéo. C'est un changement complet d'ambiance, on passe vraiment du coq à l'âne, mais c'est également un des sujets que j'ai pu traiter sur ma chaîne, je suis sérieux, qui me fascine le plus. Laissez-moi vous parler d'une des vidéos les plus recherchées par les internautes les plus bizarres du web. Quand vous allez avoir la description de la vidéo, vous allez halluciner. Tout simplement parce qu'il y a une disproportion vraiment très drôle entre la nature de la vidéo elle-même et la quantité d'efforts de recherche qu'il y a pour la retrouver. On va pouvoir faire C'est des un des sujets les explications plus sur ça. longs de cette vidéo. Mario 64, c'est un jeu qui a stimulé la créativité et étonnamment l'horreur de millions de personnes. On fait une piqûre de rappel sur Mario 64, vous voulez bien? Hein? Est-ce qu'on fait une petite piqûre de rappel vis-à-vis de ça? Mario 64, si vous avez regardé déjà de 1 les vidéos de Feldup, mais aussi les vidéos de Didi Chandoudoui ou les vidéos de Farod, hein, notamment, si on parle ne serait-ce qu'au niveau des youtubeurs francophones, vous devrez savoir déjà de base les dingueries qui concernent ce jeu. Piqûre de rappel, hein. Super Mario 64 est probablement un des jeux les plus influents au monde, hein, qui a été un des premiers jeux, un des premiers très gros jeux en 3D, hein, qui a réussi à faire une très belle transition entre la 2D et la 3D à l'époque de la Nintendo 64, qui est dans le cœur d'énormément de personnes. C'est un énorme hit de la part de Nintendo. C'est un jeu qui est entouré, mais d'une quantité de mystères, hein, et de théories abracadabrantesques. Un énorme classique, avec la plus grosse théorie. C'est quoi la plus grosse théorie sur Super Mario 64? Le chat. Allez, on révise ces classiques. C'est quoi la plus grosse théorie sur Super Mario 64? Elle is real. Alors, elle is real, oui, mais la plus grosse dinguerie, le plus gros sujet de Super Mario 64, c'est pas Elle is real. Elle is real, c'est le plus connu, mais le plus gros sujet, non, le piano, c'est un élément d'horreur. On pourrait parler des éléments qui sont étranges. Déjà, Super Mario 64, comme beaucoup de jeux du début de la 3D, sont des jeux qui sont incroyablement vides, donc qui laissent une certaine ambiance de solitude, hein, au sein du jeu. On a ça, on a par exemple des Zelda Majora's Mask Ocarina of Time, on a GTA San Andreas, pour pas citer que, hein, on a le fait que il y a certains éléments qui sont chelous pour des jeux qui sont quand même dirigés à un public vraiment jeune. Le piano et par extension le manoir Boo dans Super Mario 64, et Jojo a la bonne réponse. La plus grosse théorie et le plus gros truc dingue vis-à-vis de Super Mario 64, c'est que, a priori, absolument toutes les copies du jeu sont des copies personnalisées par une intelligence artificielle. Autre chose, hein. Autre chose, voyons. C'est... Je mets la vidéo en pause, je vous montre juste ça. Cette image. Cette image, c'est tiré de base de Super Mario 64. Et ça se retrouve énormément dans les vidéos sur les liminal space. C'est avéré ou c'est une théorie? C'est plus une théorie. Mais il y a des choses qui sont assez étranges concernant le jeu. Je vous invite à voir la vidéo de Farod sur ça. Vraiment. Vous aurez vraiment une bonne quantité des mystères qu'il y a concernant Mario 64. Je dois avouer que j'étais au fond de la classe en train de bavarder. C'est pas grave, tu iras chez le proviseur, hein, écoute, hein. Cette image-là,
énormément utilisé dans le cadre des liminal space et dans le cadre de l'esthétique weirdcore. Weirdcore, traumacore, internetcore, tous ces trucs-là. D'ailleurs, de toute manière, hein, tous ces... de crever la gueule ouverte. J'ai sursauté un peu. Putain, ça m'a perturbé. Merci, hein. Donc, voilà, c'est l'esthétique en elle-même se retrouve énormément et l'aspect vide qu'il y a dans ce style de jeu vidéo sert énormément à l'esthétique liminal space. Ça se retrouve énormément dedans. Donc, on part quand même avec un gros cadre. Ça semble pas, hein, mais avec un gros cadre de la culture horrifique sur Internet. C'est Mario 64. Bref, petit aparté, petite piqûre de rappel. On va en parler pendant un petit moment. Sujet les plus longs de cette vidéo. Mario 64, c'est un jeu qui a stimulé la créativité et étonnamment l'horreur de millions de personnes. C'est un jeu vidéo mythique aujourd'hui et je pense sans trop de problèmes pouvoir dire que c'est le jeu qui a eu le plus de rumeurs et de légendes urbaines d'horreur à son sujet. C'était surtout le cas il y a environ 3-4 ans quand il a, à lui seul, avec juste toutes les rumeurs qui tournaient autour, démarré le même iceberg qui a donné une carrière à ma chaîne et une des légendes les plus connues de l'histoire de Mario 64. Avant ça, donc, oui, pardon, je parle, j'explique. C'est par le biais de Super Mario 64 qu'on a le format iceberg. Et je vous invite à rechercher l'iceberg de Mario 64. Vous avez la vidéo de Farod, comme j'ai dit, mais vous avez le truc qui est disponible directement sur Reddit, en barre de recherche Google, etc., etc. Et tout ce qu'il y a dedans, en fait, ça rend le jeu incroyablement creepy. Ça rend l'univers du jeu incroyablement creepy. C'est le fameux El Israel 2401. Voilà. Donc, une des légendes les plus connues et qu'on retrouve en haut de cet iceberg, c'est le fameux El Israel. Hop, allez. Château de Mario 64, si vous prenez la porte vers le couloir du bas, vous pourrez vous rendre à la fontaine dans un petit parc entouré de boue. C'est ici qu'on peut avoir accès au niveau de la maison hantée, qui a aussi marqué les joueurs pour des raisons tout à fait similaires, hein, piqûre de rappel. Piqûre de rappel. Voilà, ce piano je pouvais pas l'approcher quand j'étais petit, comme tout le monde. Mais ici c'est pas ça qui va nous intéresser. Ce qui nous intéresse, c'est cette statue d'étoile placée au milieu de ce petit parc. Sur cette statue, il y a cette plaque avec une écriture ultra floue. D'ailleurs, chose intéressante, cette plaque dans Mario 64, on peut pas lire ce qu'il y a dessus, hein, il n'y a pas une action contextuelle. Mais si on peut se démerder vis-à-vis de logiciels pour pouvoir traiter l'image, donc il y a marqué El Israel, cette même plaque est utilisée dans Zelda Ocarina of Time dans la caverne d'Odongo. Au niveau de l'étage, quand vous êtes au niveau des ponts suspendus, il y a cette même stèle sans l'étoile avec cette même plaque, sauf que là, il y a un bouton contextuel avec l'énigme de la caverne d'Odongo. Hein, quand le Dodongo voit rouge, un nouveau chemin s'ouvre. Hein. Je crois que c'est ça l'énigme. Et ici, certains arrivent à lire soit Eternal Star, soit le mystérieux El Israel 2401. Luigi Israel 2401. Pour certains, c'était donc un indice clair. Luigi était disponible à l'intérieur du jeu et on pouvait le débloquer à l'aide d'un mystère lié au chiffre 2401. Et il me semble bien qu'il y ait eu des leaks de Zelda avec les objets bien nets. Si ça arrive un jour avec Mario, on saura réellement ce qu'il y a décrit. Il y a eu de très grosses recherches vis-à-vis de ça. Encore une fois, regarde pour le coup la vidéo de Farada, qui l'explique bien. Il me semble qu'il y a eu une grosse compilation qui a été faite vis-à-vis de Mario 64, pour récupérer les anciens dossiers du jeu et pour pouvoir tous les traiter, afin notamment de récupérer le modèle de Luigi.
Et là, les rumeurs de cours de récré, elles vont fuser. C'était un truc de fou. Il faut faire 2401 fois le tour de la statue, il faut la frapper 2401 fois, il faut finir le jeu en attrapant toutes les pièces dans tous les niveaux, même celles-ci là qui sont bloquées dans le sol. Bref, Luigi n'a jamais été dans le jeu. La pièce impossible, ça aussi, ça fait partie d'un des trucs connus au sein de l'iceberg de Mario. Néanmoins, je vais vous raconter une petite anecdote qui va matrixer la plupart des gens qui ont joué à Mario 64 dans leur enfance et qui ont entendu parler de cette rumeur. En 2020, il y a eu un leak gigantesque de vieilles assets de Nintendo et de versions vieilles de plusieurs jeux, et on a eu accès à des fichiers de développement de Mario 64. Et quel modèle 3D on peut trouver dedans? Celui de Luigi. Et encore plus ouf, c'est que le modèle a été rassemblé exactement 24 ans et 1 mois après la sortie du jeu. C'est-à-dire El Israel 24-01. Voilà, si vous avez cru à cette légende urbaine à l'époque, vous devriez être comme des oufs. Sinon, ça vous en touche une sans faire bouger l'autre. El Israel, c'est maintenant un écho naturel de la notion de rumeur de jeux vidéo. Et c'est tout à fait naturel qu'une quantité de hoax vidéo des débuts de YouTube ont foisonné, essayant de capitaliser sur la rumeur pour faire du clic. Et parmi tous ces fakes, c'est une rumeur, il y en a un qui est particulièrement notable. Super Mario 64 Big Star Secret. C'est une vidéo qui a été créée par Adam Bounds, que l'on va appeler par son pseudonyme de l'époque Lotusman17. Celle-ci a été postée le 15 août 2007 avant d'être supprimée fin 2012 et aurait amassé plus de 900 000 vues avant sa suppression. Il faut considérer très sérieusement qu'à l'époque, un tel score de vues sur une vidéo sur un sujet aussi niche, c'est assez anormal et c'est plutôt dantesque. Surtout quand on se dit que la plupart de ces vues datent de avant 2010. C'est très impressionnant, surtout pour une vidéo qui, vous allez le voir, est pas fofolle. Laissez-moi vous faire une description du déroulé de cette vidéo selon des témoignages de gens qui l'auraient vue à l'époque. La vidéo, basée sur le mythe de El Israel, serait un tuto pour débloquer Luigi. Des textes Windows Movie Maker apparaissent régulièrement pour montrer les étapes du processus de déblocage, texte qui serait blanc sur fond noir. On le répète, vous regardez là, c'est pas la vraie vidéo, c'est une recréation. À partir des témoignages, hein, ok. En arrière-plan, une musique, Whispers in the Dark du groupe Skillet se joue. Toute la partie gameplay est enregistrée avec un téléphone Motorola Razr V3 et se passe dans le château avec des bizarres mises par Lotusman17 qui attirent évidemment l'œil. On est clairement déjà, les couleurs de Mario, c'est pas les couleurs naturelles. En face d'un cas de quelqu'un qui joue sur émulateur sur PC et qui a modifié le jeu avec des mods. Il y a des ports qui n'existent pas dans le jeu, les briques sont beaucoup plus noires et beaucoup plus sombres, mais également Mario n'est pas rouge et bleu, mais bleu et noir. À la fin de la vidéo, après avoir donné l'instruction de tourner autour de la statue pendant un temps précis, et après avoir donné un coup de pied au bout... Pardon, hein, mais c'est un truc qui me fascine énormément, ne serait-ce au niveau de la ROM hack, donc du coup qui a été réalisé pour ça. Ça me fait énormément penser à la creepypasta de Ben Drowned. Où est-ce que Jadusable, donc le créateur de la creepypasta, s'est énormément cassé le cul à modifier le jeu pour pouvoir faire croire à sa creepypasta. Hein. Un texte apparaîtrait selon des discussions sur forum de l'époque, disant d'appuyer sur A en face du mur. Juste après ça, un screamer. Pas n'importe quel screamer, hein. C'est un cut extrêmement mal foutu de la pub Café. Vous savez, la vidéo là, avec la petite voiture dans la forêt. Hein, si vous êtes né dans les années 2000, elle vous a forcément marqué. Oui, ce troll vidéo complètement pas ouf, c'est une des vidéos les plus cherchées du web actuellement. Un fake troll mal branlé de 2007 est un des lost médias les plus populaires. Et vous allez voir le nombre d'infos qu'on a sur cette vidéo, c'est un truc de malade. Bienvenue. Cette vidéo des enfers que si je la croise, je tourne la tête instantanément, dans le doute, ouais, comme tout le monde, comme toutes les personnes qui se sont faites de totalement baiser par ça au début de YouTube. Hein. Ouais. Quelle saloperie cette vidéo. Bienvenue dans le monde des chômeurs du Lost Media Wiki. La recherche commence en 2015 sur le Screamer Wiki, une autre communauté de niche fascinée par les vidéos screamers. Cet utilisateur, nommé Skoologos ou SCL, postera pour la première fois une sorte d'avis de recherche à propos de la vidéo. D'autres utilisateurs répondirent au thread en disant l'avoir vu aussi et vouloir la revoir par nostalgie. Malheureusement, personne n'arrivait à la trouver. Soudain, en 2017, un utilisateur répondra au thread en envoyant des explications et des souvenirs liés à la vidéo. Apparemment, celle-ci, avant sa suppression, s'accompagnait d'une annotation, une fonctionnalité maintenant supprimée de YouTube où tu pouvais faire afficher des boîtes de texte avec de la couleur en transparence pour donner des informations sur ta vidéo à certains endroits. Cette annotation disait que Lotusman allait probablement supprimer la vidéo car il recevait beaucoup de messages de haine pour une petite vidéo qu'il avait fait par ennui à l'époque quand il était plus jeune et que ça devenait trop pour lui. Cette petite information
version nous donne déjà des pistes sur pourquoi elle aurait été supprimée en 2012. Mais ça va beaucoup plus loin. En effet, à un moment, quelqu'un sur cette discussion va trouver un vieux lien vers la vidéo. Et à cette vidéo n'était attachée qu'une archive Wayback Machine, où malheureusement la vidéo elle-même n'était pas attachée. Néanmoins, on peut voir plusieurs choses, notamment le ratio like-dislike représenté par des étoiles à cette époque de YouTube, où tu devais noter les vidéos de 1 à 5 étoiles, mais également une feature oubliée de YouTube, une réponse vidéo. En effet, au tout début de l'époque de YouTube, tu pouvais répondre à une vidéo avec une autre vidéo qui s'affichait ensuite en dessous de celle-ci. Si ça peut paraître comme une idée sympa sur le papier, qui a pu amener des trucs sympas comme To The Ark, les vrais savent, ça a surtout amené son lot de harcèlement vénère et de contenu cancer, avec notamment la situation tristement connue des Reply Girls, une des situations les moins intéressantes de l'histoire de YouTube. Et bref, dans cette archive du lien YouTube, on trouve cette vidéo qui n'a pas été supprimée, qui est un prank plutôt classique que tu faisais, où quelqu'un fait jouer la vidéo à son petit frère, et filme sa réaction. Voilà, ici vous pouvez voir la seule trace vidéo restante de la vidéo Super Mario 64 Big Star Secret, un zoom flou sur le tout début et la toute fin de la vidéo. I don't know if this is a video. Si c'est la seule trace vidéo qu'on a aujourd'hui, c'est loin d'être la seule information supplémentaire. Parce que très très vite, les utilisateurs, ils sont partis très très loin. Ah ouais, il y a même l'iceberg complet du truc. En 2020, les recherches deviennent beaucoup plus actives, notamment à cause de la mode des lost media qui s'intensifie. Mais aussi, il y a un youtubeur nommé Malv qui a fait des vidéos sur le sujet. Celles-ci ont atteint rapidement plus de 10 000 vues et ont permis de recruter des tonnes de personnes dans la recherche. Et on en arrive lentement au point où en 2020, un groupe de personnes du Lost Media Wiki Discord s'est réuni afin d'organiser la recherche de manière plus efficace et plus centralisée. Ce groupe va notamment créer cette image, qui va de nombreuses fois être refaite, une sorte de poster, de flyer, qu'il fallait copier et reposter un peu partout sur internet pour stimuler la mémoire d'internautes aléatoires ou enrôler des gens dans la recherche. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est comme les théories du complot, si tu veux trouver, tu trouves. Ça dépend. Ça dépend. Si vous dites que faire une sorte de flyer pour la recherche de cette vidéo, c'est peut-être un peu trop, ça continue. Des utilisateurs vont se mettre à écumer des tonnes et des tonnes de playlists avec des centaines de vidéos de screamers réuploadés qui datent de l'époque, des milliers de pages, dans l'espoir de pouvoir tomber sur un minuscule réupload de la vidéo. Ils vont également écumer des milliers de pages au point de regarder d'autres screamers dans la Wayback Machine pour avoir éventuellement la vidéo sur Mario 64 dans les recommandés. Pourquoi faire ça ? Pour pouvoir retrouver la miniature de la vidéo. Et le pire, c'est que la miniature, elle a été trouvée. Mais pas comme ça. Elle a été trouvée grâce à une page Facebook qui avait été créée pour le screamer par Lotusman17 lui-même. Et tout ça, toute cette activité absurde pour une vidéo random, c'est arrivé aux oreilles de Adam Bounds, de Lotusman17, le créateur lui-même. Celui-ci a été questionné sur un Discord dédié au mystère sous son pseudonyme nouveau, Coffee in a Cup, et qui a pu répondre aux questions et faire barrage à la quantité monstrueuse de fausses pistes et de faux souvenirs disséminés ici et là. Déjà, il a confirmé ce dont beaucoup de personnes avaient déjà peur, le fait qu'il avait supprimé la vidéo et qu'il n'en avait plus accès, qu'il l'avait supprimé de son disque dur, quoi. Il a aussi donné des informations sur les outils qu'il a utilisés pour modifier le jeu, etc., etc. Mais les informations majeures qui sont revenues, c'est les informations sur l'histoire du son qu'il y avait dans la vidéo. Et ça a permis d'éclaircir des fausses pistes et des faux souvenirs qui se baladaient beaucoup. Parce que oui, à l'époque, les gens n'étaient pas clairs sur la musique dont ils se souvenaient. Beaucoup de gens pensaient qu'il y avait du Evanescence, ce qui semble être pour le coup un faux souvenir, mais également des gens qui se souviennent de l'utilisation de Dreamscape de 009 Sound System à l'intérieur de la vidéo. Vous connaissez forcément ce son si vous avez utilisé YouTube en 2008-2009. Je peux pas le jouer du tout parce qu'il est claim. On peut à la limite en mettre une demi-seconde. J'en parle plus clairement dans la première. C'est dans la première partie. La partie de l'iceberg de YouTube. Voilà. Et en fait, il va expliquer qu'il a utilisé la fonction audio swap de YouTube pour d'abord enlever le son quand la musique originale Whispers in the Dark de Skillet avait été claim, puis ensuite pour mettre 009 Sound System, mais truc que personne n'avait vu venir et dont personne ne se souvenait, c'est qu'apparemment il a reçu un mail d'un gars nommé Alexander Pearls, le créateur du groupe 009 Sound System, qui lui a donné 40 balles pour qu'il change le morceau par un morceau du nom de Database sous son propre nom. Et il a accepté. Stonks. Et enfin, on en arrive à aujourd'hui, avec la dernière avancée en date dans la recherche. Un youtubeur portugais du nom de Nez qui publie une vidéo maintenant supprimée de 5 secondes contenant une capture d'écran du screamer. Celle-ci provenait, selon ses dires, d'un vieux téléphone d'un de ses amis, et il se souvenait avoir enregistré une vidéo réaction en screamer, mais il ne l'a jamais trouvée par la suite. Et c'est toutes les informations qu'on a sur une des vidéos Lost Media les plus recherchées de l'histoire. Pourquoi ?
Mis à part pour la nostalgie, je ne sais pas. Mais ça me fascine, la quantité de travail que mettent certains chômeurs sur Internet. Et encore, C'est incroyable, mais toute l'émulation que ça génère pour un truc, mais genre objectivement pas ouf, hein. là, je ne vous ai donné qu'un résumé des réussites de ces recherches. La quasi-totalité des recherches s'est concentrée durant une période de 41 jours, durant un événement qu'on appelle un OTH dans le domaine du loss media. Un OTH ou On the Hunt, c'est une littérale chasse qui est réalisée et organisée par le Loss Media Wiki, où des tonnes d'utilisateurs vont concentrer leurs efforts de recherche sur une seule et unique vidéo. J'aurais pu vous parler des gens complètement déter qui ont écumé des milliers de pages sur des serveurs étrangers, japonais et polonais. J'aurais pu vous parler des gens qui ont essayé d'écumer l'intégralité des partages qui ont été effectués de la vidéo afin de retrouver une archive Wayback Machine qui puisse faire jouer la vidéo. Mais comme la plupart de ces recherches n'ont mené à rien, celles-ci vont passer inaperçues dans la recollection de l'histoire, ce qui est bien dommage car ça diminue l'intégralité des efforts de recherche qui ont pu être effectués. Mais un des trucs les plus frustrants avec cette histoire et avec cette recherche, c'est les vidéos là que je vous joue depuis un petit moment. Chacune de ces vidéos est soit un hoax qui a essayé de prétendre être la vidéo originale, soit une recréation assumée. Mais ce type de hoax reproduisant la vidéo pour essayer de se faire passer pour la vidéo originale, c'est un des obstacles les plus importants au fait de retrouver des vidéos loss media de YouTube. On en parlera plus clairement dans un des cas de la partie 3 donc de cette vidéo sur les loss media, mais c'est un truc qui a clairement ralenti les recherches malgré le nombre de gens qui se sont penchés dessus. Et enfin, comble de la frustration avec cette histoire, cette vidéo a eu presque 1 million de vues. Il est certain que caché dans YouTube, un bot ou quelqu'un de malhonnête l'a téléchargé à l'époque pour la reposter, que ce soit sur YouTube ou Dailymotion d'ailleurs. Ces reposts extrêmement probables, parce que c'était un des trucs qui se faisait le plus à l'époque, sont l'un des seuls espoirs de retrouver la vidéo. Et ils sont probablement là, perdus dans les serveurs de Google, disponibles ouvertement sur YouTube, et il est encore plus probable qu'ils ne soient jamais retrouvés. C'est fou. Pub japonaise de police. Imaginez, vous êtes un enfant japonais en 1970 durant le mois de février. Vous habitez à Tokyo et vous regardez la télévision tranquillement, zappant d'émission en émission, quand soudain, entre quelques pubs, vous voyez ça. Actuellement, vous êtes en train de regarder une recréation relativement fidèle d'une série de pubs qui a été réalisée par le département de police métropolitain de Tokyo. Ça a une sacrée vibe analog horror là pour le coup, hein. Et qui ont été diffusées à partir de 1970 pendant une durée indéterminée. Elles ont été réalisées pour la création du mois des enquêtes de suspects recherchés. Le concept est simple, rappeler régulièrement pendant un mois chaque année tous les suspects recherchés pour des faits graves à la télévision, dans cette ambiance malsaine et terrifiante, et ce sur 5 chaînes télévision majeures. C'est une série de pubs qui n'a pas fait beaucoup de bruit du tout et qui a très vite disparu des consciences. À l'exception évidemment des enfants qui l'ont vu à l'époque, qui ont commencé à en parler dès qu'Internet devenait disponible dans les foyers. Les discussions autour de cette campagne publicitaire ont commencé dès avril 2002, sur le message board 2channel, l'ancêtre de 4chan japonais, où des utilisateurs anonymes ont créé un thread pour parler de ces pubs qui les avaient terrifiés à l'époque. Sauf que personne n'arrivait à la trouver. On peut voir dans cette discussion les gens lentement recréer pièce par pièce le souvenir complet de ce à quoi la pub ressemblait. D'abord avec les informations principales, comme par exemple le fait que la pub était là pour faire la promotion du numéro 110 au Japon, Remarque que quand j'étais gamin, je matais un dessin animé le samedi matin et il y a eu un message d'alerte d'enlèvement et ça m'a fait flipper. J'ai pas rallumé la télé pendant une semaine, hein. Ça pareil, nous, on est plusieurs à l'avoir eu, surtout, on va dire, entre les années 2000 et 2010, 2012, hein, quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il y avait des flashs enlèvement qui étaient mis et ça faisait honnêtement ultra flipper, hein. Qu'on doit entrer si on remarque un crime ou quelqu'un qui est activement recherché, mais il y a aussi eu des informations sur la forme de la pub. Elle commençait par le bruit d'une sirène de police, puis une voix qui disait quelque chose comme «
Contactez la police, ce criminel est en fuite. Si vous voyez quelqu'un ressemblant à cette photo, appelez le 110. Suivi de tonnes de photos troublantes de personnes recherchées ou de portraits robots. Évidemment, cette pub, elle a énormément marqué les enfants japonais de l'époque. Ces pubs apparaissaient souvent le soir, parfois autour de dessins animés de l'époque, et parfois, selon d'autres personnes, ça arrivait complètement au pif au milieu d'un programme. Sur le moment, beaucoup de gens pensaient que c'était une sorte de légende urbaine, une sorte de faux souvenir général, mais ça a bel et bien été prouvé en 2006 comme étant quelque chose qui a existé. En effet, Et c'est pas étonnant, on a pareil en Occident. sur un thread de 2Channel, une personne va répondre avec une archive de grille de diffusion de l'époque avec un transcript de pub très similaire, prouvant donc que cette campagne de pub avait bien été initiée. Depuis la découverte de ces grilles de diffusion, il y a également de nombreux articles qui ont été découverts qui parlent de cette campagne de pub, solidifiant encore plus son existence. Et le truc qui est frustrant avec ce sujet, c'est qu'on n'a pas grand chose d'autre à dire. On est en face d'une grosse campagne de pub qui encore aujourd'hui reste complètement perdue sans le moindre archivage, et ce malgré le tourment qu'elle a causé à des tonnes de gosses à l'époque. Les photos floues en noir et blanc, le bruit de la voiture de patrouille qui a soudainement démarré et la nature inorganique de la narration étaient si effrayants que mon frère et moi nous sommes bouchés les oreilles et avons crié. Et une des raisons pour laquelle elle est perdue, c'est simple. 1970, personne n'a de caméra personnelle, encore moins de moyens d'enregistrer la télévision de manière claire et nette avec une cassette. Mais alors du coup, pourquoi il y a quand même de l'espoir pour pouvoir la retrouver ? Eh ben c'est simple. Malgré le fait qu'il n'existait que très peu de boîtiers pour enregistrer des émissions de l'époque sur des cassettes viables, eh bien il faut quand même se souvenir que c'est une campagne de pub qui était assez massive et qui était énormément diffusée. Si un des rares chanceux à avoir les moyens de le faire a enregistré la télévision à cette époque, il est largement possible qu'on puisse trouver cette pub et ainsi permettre à énormément d'anciens enfants qui ont énormément été marqués négativement par cette pub d'enfin faire la paix avec ce souvenir. Malgré ça, il reste peu d'espoir, mais des gens continuent à chercher. Apathy, Sacks of People. The FBI said today it has identified a suspect in the mailbox bombings throughout the Midwest. En 2002, en Amérique, une panique commence à s'installer. En effet, plusieurs foyers dans le Midwest américain se mettent à trouver dans leur boîte aux lettres le matin une bombe tuyau, un dispositif explosif de fortune et instable. Lentement, les foyers recevant la bombe se multiplient et parcourent une distance de 5100 mètres dans en tout 18 boîtes aux lettres américaines dans le Nebraska, l'Iowa, l'Illinois, le Colorado et le Texas. Dans ces boîtes aux lettres, en plus de cette bombe, on trouve une note anti-gouvernement. Les médias s'emparent de l'affaire et la police se met ainsi à chercher le Midwest Pipe Bomber aux intentions à ce moment encore troubles. Alors que... Sans déconner par la suite, hein, quand il y a eu le... Et non, même pas. C'est encore pire parce que ça s'est passé après le 11 septembre, ce genre de truc. C'est chaud, hein. Que l'individu continuait son chemin et que 18 foyers avaient déjà été touchés par les explosions et qu'il commençait également à y avoir des blessés, la police reçoit un appel inattendu. Il s'agit d'un père de famille lambda qui leur informe que son fils leur a envoyé une lettre contenant des informations et des allusions aux bombes. La police se met donc à la recherche de ce suspect, Luke Elder. Peter, tonight all law enforcement agencies in the Midwest have been told, be on alert for Luke Helder. We encourage, as a public safety message here, Luke Helder to make contact with us. Sa voiture est assez vite trouvée au Nevada et commence ainsi une poursuite effrénée qui s'arrêtera au bout de longues minutes de conduite ultra rapide. Luke Elder sera arrêté et on trouvera dans son coffre un fusil à pompe ainsi que 6 autres bombes tuyaux. Parmi les victimes, on ne trouve aucun mort mais des gens blessés à vie, comme par exemple Dolores Werling, 71 ans, qui a perdu 50% de son audition à cause de la détonation et qui a été blessée au visage et à la main. Parce que oui, évidemment, on ne parle pas de petites explosions. Un individu du nom de Doris Zimmerman, 64 ans, traumatisé par l'événement, aurait été propulsé par l'explosion violemment sur la route. Et ainsi de suite. Ces événements ont des conséquences. Pourquoi Luke Elder a fait ça ? Qui était ce type ? Luke Elder est né le 5 mai 1981 à Pine Island dans le Minnesota. Peu est su sur sa vie avant les actes terroristes qu'il a commis. On en sait néanmoins pas mal sur sa période à la fac. Il était élève à l'université de Wisconsin-Stout pour un diplôme de design industriel. Il était un élève plutôt moyen mais reconnu pour être souriant, gentil et raisonnable, qui ne ferait pas de mal à une mouche.
Il était un fan massif de Nirvana, il connaissait tout de la vie de Kurt Cobain et sa chambre était couverte de posters du groupe. Il était également en couple avec une certaine Sarah et était extrêmement fan de musique. Il voulait vraiment créer un groupe de rock comme tous les gens à l'université en Amérique dans les années 2000 qui aimaient Nirvana. Il s'est très vite décidé à chercher un batteur et un bassiste pour former le groupe. Personne n'était spécialement motivé et lui, personne ne lui plaisait vraiment jusqu'à ce qu'il trouve Mike, de son nom de scène Crate Boy, avec qui le courant va passer pas mal. Il va chercher également le gars qui lui avait appris la guitare, un certain Eric Hilscher, qui deviendra le bassiste de leur nouveau groupe, Hey Puffy. Chanteur et guitariste, Luke Helder va se mettre à faire plusieurs concerts originaux et arrivera à produire assez vite une démo d'un album, Sacks of People. Tout semblait aller pour le mieux, mais quelque chose a vrillé. On ne sait pas exactement à quel moment ça a tourné au vinaigre. Est-ce que c'était la musique au sujet nihiliste et blasé du groupe ? Est-ce que c'était des obsessions ? Pas forcément. On sait néanmoins que plusieurs de ses proches ont dit à l'époque que son comportement commençait à devenir étrange. Il a commencé à s'intéresser de ouf à des croyances New Age, notamment la projection astrale, il en parlait constamment. Il s'est mis également à parler énormément de mort, de questions métaphysiques autour de la mort. Également, il s'est mis à consommer énormément de bœufs. Et apparemment, il faisait des monologues interminables sur ses nouvelles croyances, dont tout le monde se moquait parce que c'était juste chiant à écouter et les gens n'ont pas remarqué ça comme un red flag. La chose la plus proche d'un motif pour Quand on sait qu'aujourd'hui, ce que produit en mal la volonté du New Age, la vibe New Age, c'est quand même costaud. ces actes qu'on puisse trouver, c'est une lettre qu'il a envoyée au journal The Badger Herald, un journal étudiant de l'université de Wisconsin-Madison, l'université voisine à la sienne. Sauf que ce manifeste est vraiment pas clair. On y voit des déclarations vagues et vastes sur l'écologie, le fait que l'espèce humaine est en déclin, que l'humanité est pourrie et se distrait pour éviter la souffrance et qu'il faut passer outre l'enveloppe corporelle. Mais maintenant c'est bien sympa, mais ça explique strictement rien à ce qui s'est passé. Pourquoi des bombes dans les boîtes aux lettres ? Chose encore plus étrange et troublante, si on regarde la carte des endroits où il a placé des bombes et les endroits où il voulait en placer d'autres, on peut voir que leur chemin dessine un smiley. Un smiley qui ressemble au logo de Nirvana. Dans toutes les vidéos qu'on peut trouver de Luke Helder en état d'arrestation, on le voit brandir un sourire complet, sourire qui va complètement à l'encontre du personnage que ses proches décrivent. I was very shocked and surprised. He was a great friend. En 2004, lors de son procès, il sera déclaré comme incapable d'être jugé à cause de problèmes mentaux et il sera placé ensuite en hôpital psychiatrique jusqu'à nouvel ordre après un diagnostic d'un trouble schizoaffectif et aujourd'hui, il y est encore. Mais du coup, vous l'imaginez certainement, le lost media dans tout ça, c'est l'album Sacks of People de Hey Puffy. Au moment où les news sont arrivées, personne n'arrive à en trouver la moindre trace. Déjà, quand même, la pochette de l'album, elle met un peu le malaise. Hein. Je trouve. Hein. Il y avait bien un site du groupe qui aujourd'hui a été en partie archivé, mais aucune trace de ce putain d'album. On a juste vaguement une pochette d'album qui traîne sur internet, des photos de concerts, mais c'est à peu près tout. Jusqu'à ce que des gens trouvent 2 morceaux issus de l'album qui se baladaient sur internet. C'est étonnamment des morceaux assez sympas. On sent que c'est un nouveau groupe, mais il y a une vibe assez intéressante et un peu dark, même si Luke essaye, et ça se sent à des kilomètres, d'imiter Kurt Cobain dans chacun de ses morceaux, ce qui a tendance à me saouler un peu. On trouve peu de traces de la recherche de l'album sur internet. On sait que l'album était vendu par le groupe pour $8 l'album, mais que les disquaires du coin le donnaient gratos. Mais au-delà de ça, on n'a pas d'informations sur le nombre de copies, et on ne sait pas combien de personnes y ont eu accès, ni même quelles personnes sont allées à leur concert, ce qui pourrait vraiment aider à retrouver des archives. Et enfin, en 2021, quelqu'un sur Reddit retrouvera un autre morceau du groupe, le morceau Mindsight, sur une compilation du label Last Minute Records nommé Stagnation in Progress. Et il ne le postera pas. On imagine bien les raisons de pourquoi il ne veut pas partager ça. Ça l'intéresse pas, c'est lié à des trucs pas cool et il s'en fout. Ça saoule les gens comme moi qui sont intéressés pour avoir ce genre de lost media, quoi. Et c'est sur cette note frustrante que s'arrêtent les recherches. Aujourd'hui, on n'a pas la moindre info et les recherches continuent. Encore aujourd'hui, je n'ai pas réussi à savoir comment des gens ont eu accès à ces 2 morceaux qui traînent sur internet, ni même si ces morceaux sont à 100% legit, mais beaucoup de gens espèrent un jour trouver cet album dans l'objectif de comprendre un peu la psychologie et dans quel univers artistique progressait cette personne troublée qui a causé énormément de problèmes autour de lui. Lostboy.exe. D'accord.
En août 2012, une rumeur va commencer à se propager sur 4chan. C'est une rumeur qui tournait autour d'un thread qui avait été fait quelques jours plus tôt. Un thread qui faisait la pub d'un jeu vidéo d'horreur nommé lostboy.exe. Il était présenté, accompagné de quelques screenshots, comme un clone de Slender, avec une esthétique simple et efficace. Pour rappel, 4chan est un site majoritairement apprécié et également critiqué pour un détail, son anonymat complet. Tous les utilisateurs postant sur le site sont intraçables. Il est difficile de déterminer si un message a été fait par une personne ou une autre. Bref, ici, il ne faut faire confiance à personne. Donc, quand quelqu'un arrive et te propose de télécharger son jeu vidéo pas ouf, normalement, tout le monde doit se méfier. Mais là, couplé au fait qu'il y avait plusieurs personnes dans le thread qui partageaient leurs screenshots du jeu qu'ils venaient de télécharger, ça a visiblement fait baisser la garde de plusieurs personnes qui n'auraient visiblement pas dû. Les screenshots du thread original, je ne les ai pas trouvés. Il est possible qu'il en existe et j'ai quelques passages visiblement censurés, mais l'histoire du jeu reste néanmoins connue dans l'histoire du site pour un détail. On ne sait pas si c'est le premier lien de téléchargement ou un autre qui a été posté ensuite, mais lostboy.exe était infecté par un virus, un RAT, ou Remote Access Trojan. Un type de malware puissant permettant d'avoir accès à l'intégralité d'une machine à distance de manière complètement silencieuse. En effet, quelques jours après le thread original, un individu va poster un autre thread contenant des photos d'utilisateurs prises avec leur propre webcam, des photos de leur dossier, mais aussi il leakera des infos de cartes bancaires stockées dans leur PC. En bref, en un thread, un utilisateur dont on ne savait pas encore à l'époque s'il mentait ou non venait de créer une panique massive sur le site. Quelques jours plus tard, le 28 août, une information officielle fut diffusée sur 4chan, confirmant que lostboy.exe était infecté et rappelant de ne rien télécharger sur le site. C'était vrai, et des tonnes de personnes ont été hackées d'une manière sournoise, insidieuse et véritablement pas cool. Et on ne sait évidemment pas à quel point ça a eu des conséquences sur certaines personnes, étant donné qu'en général sur 4chan tu partages pas ce genre d'informations, mais en tout cas c'est rentré dans l'histoire de 4chan comme un des témoins les plus drôles de pourquoi il ne faut jamais cliquer sur un lien qu'on ne connaît pas. Il existe extrêmement peu d'archives de cette pièce de l'histoire de 4chan. J'ai trouvé quelques individus sur Reddit prétendant avoir des archives des threads contenant les leaks d'informations hackées, mais il semblerait que l'intégralité de ces discussions ait disparu. Le jeu et le grabuge qu'il a causé sur 4chan est devenu une sorte de même niche de l'histoire du site, certains ressortant le jeu de temps en temps dans des discussions et même amenant le jeu à ressortir sous la forme de blagues, notamment apparemment sur le système de financement Steam Greenlight ou alors à travers de vidéos random sur internet racontant l'histoire et propageant le mythe. Mais du coup, le jeu, c'était quoi? Parce que oui, c'était pas juste un virus, il y avait bel et bien un jeu associé à tout ça. Pour que les gens ne se disent pas automatiquement « Merde, je viens de télécharger un virus, il faudrait peut-être que je réinitialise mon PC ». Non, il y avait bel et bien un jeu. C'est là qu'arrive le Lost Media. Personne ne semble avoir le jeu, même sous sa version infectée d'un virus. Personne, à part Saint. Un gars dont j'ai déjà parlé dans l'iceberg de YouTube, comme étant un mec impliqué dans des tonnes d'histoires de jeux vidéo perdus, chelous et niches, qui a fait une vidéo gameplay commentée du jeu. Aujourd'hui, la seule trace de celui-ci. Hello. Welcome to Lost Boy. This is a game where you're a boy in a maze. Il s'agit d'un simulateur de randonnée, dans un tout petit labyrinthe sous fond d'ambiance vaguement creepy. Vous pouvez voir parfois d'étranges images sur les murs, dont celle-ci où on voit une sorte d'image de démon. Ok. Celle-ci avec des peintures religieuses montées de manière brute. Ou alors ces images vaguement liées à la paternité et la maternité. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Pas d'intérêt. Le jeu est nul. Bref, vous l'avez compris, le jeu n'est pas très intéressant et peu d'images et vidéos tournent autour. Mais moi, je veux le trouver. Et figurez-vous que pendant un moment, j'ai cru l'avoir trouvé. En effet, quand je me baladais sur un forum, il y a quelqu'un qui a mis un lien vers une archive de archive.org. Parce que archive.org, c'est pas que la Wayback Machine, c'est également une database extensive compilant des tonnes d'archives que l'on peut télécharger. Celle-ci ne possédait que quelques centaines de vues, et elle proposait un lien de téléchargement assez crédible. À ce moment-là, j'ai fait un appel sur Twitter, parce que j'avais peur, en effet, de télécharger un virus, et moi je m'y connais absolument pas en cybersécurité. Ce que j'avais vu quelque part, c'est qu'on pouvait à la limite le lancer dans une instance virtuelle de Windows, c'est-à-dire une version de Windows qui est pas liée à une machine, mais qui est bel et bien lancée de manière indépendante sur un ordinateur. Une sorte de simulation de Windows. Je contacte d'abord une personne, un certain Louis, qui n'avait à sa disposition qu'une machine virtuelle Linux. Sur Linux, on peut pas démarrer de fichier .exe, enfin en tout
tout cas pas dans l'état où on était. Du coup, tout ce qu'on a fait, c'est regarder le code source de ce fichier exe et on n'a rien trouvé de spécial, malgré quelques petites choses intrigantes. 31 décembre 1969, il s'est passé quoi ce jour-là? 31 décembre 1969. Moi, pendant ce temps-là, je me suis demandé, mais qui d'autre aurait pu avoir une machine virtuelle Windows? Et je me suis rappelé qu'un des membres de mon groupe de musique, Pierrot, était calé en cybersécurité. Littéralement, il a des tafs en tant que programmeur. Du coup, je l'ai contacté et s'ensuit une discussion très drôle et très longue, alors qu'il se met à télécharger une machine virtuelle Windows. Alors, je vais t'expliquer pourquoi j'ai besoin de toi. En août 2012, il y a un jeu qui a commencé à tourner sur 4chan. Il s'appelle lostboy.exe. Mais ce jeu était accompagné d'un virus, un RAT, Remote Access Trojan, et aujourd'hui, c'est un Lost Media. Moi, en me baladant sur internet, je suis tombé sur une archive. C'est censé être une version désactivée du jeu. Et comme moi j'ai un petit peu peur, je voulais demander à quelqu'un qui s'y connaît en cybersécurité, c'est-à-dire toi, afin d'être sûr qu'il n'y a pas de virus à l'intérieur de cette archive. Faut que j'installe Windows 7 du coup. En passant, moi je vais me faire 2 cafés différents. Attends, je vais prendre une gorgée de mon café, mais il sera trop chaud, t'inquiète pas. Ah, il est trop chaud. Lui, il va lancer des parties sur chess.com. Du coup, ça va, tu gagnes, du coup, ta partie, là. Et quelques heures après, je lance l'enregistrement. Il a enfin accès à une machine virtuelle Windows. Sur le moment, je suis un peu extatique, mais je suis également un peu sceptique. Est-ce que j'ai bel et bien accès à une archive du jeu, qui est pourtant censée être complètement perdue? Cette archive, personne ne l'avait vue. Et également, du peu de commentaires qu'on pouvait trouver, il y avait peu de gens qui l'avaient ouvert. Alors on est sur une machine virtuelle, c'est comme un ordinateur dans un ordinateur. Ça nous permet de faire n'importe quoi sur l'ordinateur sans casser ton ordinateur. C'est très bien quand tu veux par exemple jouer avec des virus. Voilà, alors le document texte, je l'ai déjà ouvert, pour le coup. En fait, au milieu de tout ça, voilà, il y a WASD to move, QE to strafe, Shift to run. Maintenant, du coup, Lost Boy. Exécuté. C'est sérieux? Me dis pas qu'on a vraiment fait tout ça pour un LMAO. Vraiment, on a fait ça que pour ça? C'était un troll. Mais c'est important quand même comme histoire, parce que ça met en place plusieurs choses. D'abord, trouver un lost media, c'est jamais facile, et ça demande beaucoup d'abnégation. Ce genre d'échec et ce genre de technique, c'est la majeure partie des obstacles auxquels on fait face quand on se met à chercher des lost media. Et ça me paraît important de le pointer du doigt. Mais également, ça m'a amené à penser à une théorie du complot. Saint, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un mec qui est ultra lié à des trucs de jeux vidéo perdus, vaguement connus de l'histoire d'internet et de l'histoire du jeu online. Mais Saint, il est aussi connu pour avoir créé énormément de hoax. Il a notamment créé un hoax du nom de Schnell Online sur un dont on avait déjà traité sur la vidéo de Nexpo. Un jeu visiblement massivement en ligne qui aurait été abandonné et sur lequel il se serait passé des choses étranges. Ma théorie, ce serait que le gameplay de Saint serait inspiré de la légende de lostboy.exe qu'il avait vu sur 4chan. Sa vidéo pop complètement au pif 2 ans après l'événement alors que plus personne n'en parlait. Est-ce qu'il aurait pas créé un jeu vidéo tout seul, dit que c'était lostboy.exe et que tout le monde est tombé dans le panneau? Parce que ça ressemble vraiment à son comportement de troll qu'il a déjà exhibé plusieurs fois sur internet. Est-ce qu'on serait pas en face, et c'est souvent le cas dans l'histoire des jeux vidéo mystérieux, d'un bon gros troll de Saint? Je lui ai envoyé un message sur Twitter pour lui demander s'il avait accès à lostboy.exe. Il m'a pas répondu. Les recherches continuent. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, elle a mis beaucoup de temps à arriver et c'est définitivement une vidéo un peu étrange, mais j'espère pouvoir sortir la partie 3 un peu plus rapidement. On approche doucement du Findings numéro 100 qui sera le Findings sur This House Has People in It, notamment à cause d'un donation goal que j'ai réalisé pour le Battle 4 que j'ai fait récemment. Moi j'ai encore plein de choses à faire, j'ai hâte de vous montrer la partie 3, il va y avoir plein de sujets hyper intéressants, on va parler de Lost Media qui ont été complètement perdus, mais également de Lost Media dont on n'est même pas sûr de l'existence. Ça va devenir fou, vous inquiétez pas, il y a vraiment des trucs hyper intéressants et étranges. J'espère que l'orientation en plus portée sur l'absurde et l'étrange, que l'horreur pure dans certains sujets vous a plu, et donnez-moi vos retours dans les commentaires, moi ça m'intéresse. Bref, merci d'avoir regardé, partagez la vidéo si elle vous a plu, à la prochaine. Incroyable. Il a spoil le Findings là. Non, c'était connu hein, depuis un certain moment. On savait que il avait l'idée depuis un bon moment de refaire son Findings sur This House Has People in It, qui est un très vieux Findings. Hein. Ça doit être genre le Findings numéro 5 ou quelque chose comme ça.
et qui souhaitait vraiment l'aborder avec un œil nouveau et de manière beaucoup plus approfondie. D'ailleurs, je l'ai pas vu ce Findings. Le Findings originel, j'ai pas vu. Mais en tout cas, cette vidéo sur les Lost Media, bon, comme d'habitude, masterclass. Hein. Masterclass de la part de Feldup. Hein. Gros like. C'est trop bien. Franchement. Et puis voilà. C'était très intéressant ça. On va terminer sur la vidéo d'Obscuria. Parce que j'ai dit qu'on allait traiter de vidéos. On a la vidéo donc du coup de Feldup là qu'on vient de faire. On reviendra bien évidemment dans un spécial Lost Media avec sa 3e partie. Et on va faire la vidéo d'Obscuria. Donc ce Lost Media japonais retrouvé va-t-il élucider ce mystère? Hop. Let's go. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter une affaire sanglante, ni un cas faisant intervenir des psychopathes agissant sur les réseaux. Non. Par contre, je vous garantis que l'histoire que je m'apprête à vous raconter est tout aussi étrange que mystérieuse. J'ajouterais même qu'à première vue, ce mystère pourrait paraître très superficiel et presque trop simple. Mais méfiez-vous des apparences. Car le cas que je vais vous présenter prouve à merveille que ce n'est pas la complexité qui fait le mystère, mais plutôt l'histoire qui l'entoure. Lorsque j'ai posé les yeux pour la première fois sur les quelques threads qui traitaient ce cas, j'ai eu une folle envie de creuser par moi-même. Mais assez rapidement, j'ai compris que j'allais avoir besoin d'aide. Et heureusement, un des meilleurs vidéastes True Crime m'a fait l'honneur de se joindre à l'enquête. Laissez-moi donc vous présenter le mystère des nœuds en nylon d'Osaka. Satsujin True Crime, enfin Satsujin Meurtre au Japon. Si c'est une chaîne de True Crime, je pense que ça sera pertinent de le traiter dans un futur épisode. Histoire de voir un petit peu, et puis permettra d'en apprendre un petit peu plus sur la culture nippone aussi. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, ainsi qu'à liker cette vidéo. Ce ne sont que 2 clics pour vous, mais croyez-moi, ils soutiendront grandement la chaîne. C'est fait ? Allez, c'est parti. En 2020, un utilisateur expérimenté de Reddit dénommé Apis Serrana a publié le post suivant. Dans les années 90 et 2000 au Japon, les émissions de mystère faisaient fureur à la télé. Pour vous donner une idée, il s'agissait en réalité de débunker des légendes urbaines ou autres curiosités. Ces émissions invitaient généralement des célébrités pour faire de l'audimat et proposaient souvent des séquences d'enquête sur le terrain. L'une de ces émissions était Tantei Night Scoop, diffusée au début des années 90. Le principe de cette émission était toujours le même. Des téléspectateurs envoyaient à la production des suggestions de cas à traiter, puis une émission se tenait sur un de ces mystères. Une célébrité était alors invitée pour tenter de débunker ces faits étonnants. Il y avait des sujets très variés, des comédiens de grand talent et d'excellents présentateurs. Je crois que c'est pour ça que c'était si populaire. En vrai, c'est une super bonne formule, comme en tant que programme télé. Ils ont des programmes télé qui sont ultra perchés, les japonais, mais qui marchent, mais du tonnerre, quoi. Mais il y a un épisode qui abordait un phénomène mystérieux particulier, qui laisse encore aujourd'hui les téléspectateurs de l'époque perplexes et quelque peu effrayés. Je vous préviens, ça va vous sembler banal, mais je vous garantis que c'est déconcertant. Dans la suite de son post, l'utilisateur raconte que dans une émission diffusée le 20 mars 1992, un comédien japonais célèbre, dénommé Masa, avait été choisi pour mener l'enquête à Osaka, et plus particulièrement dans le quartier de Konoi-Keshinden. La personne qui avait contacté les producteurs de l'émission voulait qu'une enquête soit menée dans son quartier, car un nombre impressionnant de nœuds faits avec des cordes en nylon coloré étaient apparus tout autour des barrières, des poteaux électriques, des feux de signalisation, bref, partout. L'habitant du quartier avait précisé que les nœuds avaient commencé à apparaître en février 1992, mais qu'en un mois à peine, le quartier entier était rempli de ces petites cordes en nylon.
Naturellement, les habitants de ce quartier ont tenté d'enquêter par eux-mêmes, en surveillant les rues de cette zone relativement animée de jour comme de nuit d'Osaka. Mais rien. En un mois, aucune des personnes qui surveillaient n'a vu quelqu'un attacher un de ces nœuds. Et pourtant, il y en avait toujours plus chaque lendemain. C'est très clairement quelqu'un qui est dans la combine, hein. Enfin, du moins, hein, supposition, c'est quelqu'un qui est dans la combine, c'est quelqu'un qui fait partie du groupe de témoins. L'utilisateur Reddit tente ensuite de résumer l'épisode en puisant dans ses lointains et parcellaires souvenirs, et précise qu'à la fin de cet épisode, Masa déclarait subitement qu'il fallait mettre fin à cette enquête, et que le mystère n'a donc pas été résolu. La coupure abrupte de l'émission avait donc soulevé un très grand nombre de questionnements chez les spectateurs. Et ce n'est pas tout. L'émission du 20 mars 1992 n'a plus jamais été diffusée sur les chaînes japonaises, alors qu'absolument toutes les autres ont été rediffusées pendant de nombreuses années. Bon, vous comprenez maintenant pourquoi ce vieux mystère télévisuel japonais a pu obséder cet utilisateur pendant de longues années. Il précise d'ailleurs que les seules archives qu'il reste de cet épisode ne sont que des transcriptions approximatives, quelques captures d'écran, et l'émission originelle avait été téléchargée sur YouTube à quelques reprises. Mais tous les réuploads ont été immédiatement supprimés, donc je n'ai pas réellement regardé l'épisode. Le post se termine alors comme une main tendue à qui aurait des informations à ce sujet. Mais vraisemblablement, bien que très intrigués par cette étrange histoire, les autres utilisateurs de Reddit n'arrivaient pas non plus à mettre la main sur cette mystérieuse émission. Cette séquence de la télévision japonaise semblait donc perdue à tout jamais. Je vous ai déjà parlé des Lost Media ? On peut qualifier de Lost Media toute forme de production culturelle qui est soit détruite, perdue ou simplement inaccessible au public. Il peut s'agir d'une chanson, d'un poème, d'une peinture, une illustration dans un magazine ou même une publicité. Bref, si ça a existé, que ça a laissé une trace dans la culture ou simplement dans l'imaginaire collectif, mais qu'il n'en existe pas de traces accessibles sur internet, eh bien c'est considéré comme étant du Lost Media. Okay. Et il existe des communautés entières d'archéologues numériques dédiées à la recherche et à la restauration de ces artefacts culturels oubliés. Pour l'anecdote, c'est en 2008 que la dessinatrice Jennifer Bourne publiait le Crack Monster qu'on avait déjà vu, il me semble. Du moins, moi je l'ai vu. Je sais plus si on l'avait traité. Et un billet de blog à propos d'un souvenir d'enfance terrifiant. Un court film. Ah non, on l'avait pas vu, mais je l'avais vu dans la première vidéo qu'a fait Feldup sur les Lost Media. Film d'animation diffusé pendant un épisode de Sesame Street, où une jeune fille, incapable de dormir, se met à imaginer que les fissures du mur de sa chambre prennent vie. Bourne affirme ne pas avoir trouvé de traces de l'existence du film via Google, comme s'il n'avait jamais existé. Dans les commentaires, un dénommé John Armand raconte être hanté par ce film depuis sa plus tendre enfance, et d'avoir douté toute sa vie de s'il avait réellement vu ou simplement imaginé cette séquence. Il explique aussi être à la recherche de ce film depuis plusieurs décennies. L'enquête était donc officiellement lancée. La légende raconte enfin qu'une personne anonyme aurait envoyé une copie DVD du film à John en 2009, à condition qu'il ne soit jamais distribué publiquement. Mais ce ne sera qu'en 2013 que le patron de la communauté Lost Media Wiki, Daniel Wilson, rendra le film public, au grand soulagement d'un important nombre d'adultes traumatisés. Bon, pardonnez-moi cette digression, mais l'émission en question de Night Scoop était donc clairement devenue un Lost Media. L'absence de résultats face aux nombreux efforts des enquêteurs numériques l'avait d'ailleurs bien prouvé. Cette émission était définitivement perdue. Ouais, enfin, jusqu'à ce que quelqu'un la retrouve. En effet, début 2022, après tant d'années de recherche, un utilisateur de Reddit venait de livrer sur un plateau d'argent l'émission en question. Après quelques recherches, je crois que j'ai trouvé l'émission. Visiblement, c'est sorti sur un DVD de compilation en 2010. Comme je vis au Japon, j'ai décidé de faire le tour des brocanteurs et des magasins de seconde main. Et j'ai finalement réussi à mettre la main dessus. J'ai uploadé la vidéo sur YouTube, si ça vous intéresse. Après 30 ans de disparition totale, à ne survivre que difficilement dans la mémoire des téléspectateurs de l'époque, cette émission réapparaissait enfin. Et je trouve très satisfaisant le fait d'avoir enfin le support visuel originel de cet étrange mystère.
Bon, l'émission commence par une séquence sur le plateau pendant laquelle Masa expose à ses co-présentateurs les faits rapportés par l'habitant d'Osaka. La séquence suivante nous montre Masa partir à la rencontre du commerçant ayant alerté la production de Night Scoop. L'homme lui montre alors à quoi ressemblent ces fameux nœuds, puis Masa déambule dans le quartier, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le commerçant d'Osaka n'a pas menti. Il y a des nœuds littéralement partout dans les rues. Sur chaque barrière, chaque poteau, des nœuds multicolores, méticuleusement noués. Masa se rend alors dans un magasin, situé en plein cœur du réseau de nœuds, afin de rencontrer un autre commerçant tenant une échoppe qui vend justement ce type de corde en nylon, où le vendeur lui assure n'avoir plus rien en stock à cause d'un client qui avait justement acheté toutes les cordes qu'il restait. L'émission se poursuit alors par de nombreuses séquences où l'on voit Masa, persuadé de tenir une piste, interroger les habitants du quartier. Et à chaque fois qu'il questionne des gens à ce sujet, la réponse qui lui est opposée est toujours la même. Tout le monde a remarqué les nœuds, mais personne n'est capable d'apporter d'explication à la question de savoir pourquoi tous ces nœuds se trouvent ici. Et surtout, personne n'a jamais vu qui que ce soit en attacher ne serait-ce qu'un seul. Masa interroge même des policiers qui n'ont visiblement rien à dire sur le sujet. Et puis vient cette séquence. Il commence à se faire tard et Masa, qui semble relativement euphorique, court dans une rue et tente de nouer lui-même une corde pour je ne sais quelle raison. Et puis arrive cet encart. Enquête interrompue. Nous ne communiquerons aucune autre information concernant cette affaire. Merci de votre compréhension. Et sans aucune transition, Masa annonce en plateau que l'enquête est terminée et que ce dossier restera classé, sans apporter la moindre justification. On peut d'ailleurs remarquer le changement subit d'ambiance sur le plateau. Là où jusqu'ici tout le monde faisait sans cesse des blagues, les visages sont désormais graves et fermés. Masa change ensuite très vite de sujet et utilise ses talents d'humoriste pour faire rire l'audience et dévier totalement la conversation. Bon, c'est très bien d'avoir enfin pu récupérer les images, mais l'émission ne nous apprend absolument rien. Au contraire. L'apparition de cet encart et l'attitude gênée du présentateur n'a fait que renforcer le mystère entourant ces étranges nœuds de nylon. Mais la publication de cette nouvelle vidéo a relancé l'intérêt d'utilisateurs Reddit pour cette étrange histoire. Et très rapidement, de nombreux enquêteurs numériques ont commencé à élaborer des théories. Parmi les nombreuses hypothèses avancées sur Reddit, on a... Autant c'est comme les paires de chaussures accrochées à des câbles dans les zones où on peut trouver de la drogue, hein. Oui. Moi, je sais que c'est un truc qui se fait. On va parler de tourisme, hein. On parle de tourisme viteuf. Si vous allez un jour à Toulouse, où les gens qui habitent à Toulouse, n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas si jamais vous connaissez pas, hein. Il y a une petite ruelle qui s'appelle la rue Gramma, qui se situe derrière la basilique Saint-Cernin. Pour bien situer le truc, qui est une rue qui se démarque du reste, parce que il y a énormément de tags qui sont faits, mais des tags qui sont très colorés, qui rendent la rue vraiment jolie. Et il y a des câbles qui sont suspendus, qui sont suspendus en haut. Et pendant une période, on accrochait des paires de chaussures par le biais des lacets au niveau de ces câbles, pour pouvoir indiquer des points de passage pour les dealers. Et c'est quelque chose qui se fait, qui est assez réputé, et, comme dit Darmaniac, qui se fait apparemment assez souvent dans ce milieu. Oh mon pays, oh Toulouse, comme dirait Everland, c'est bien évidemment Toulouse, la ville rose, on l'aime, on l'adore. On retrouve une selon laquelle toute cette histoire ne serait qu'une manigance des équipes de production, qui auraient voulu créer de toutes pièces un mystère très visuel et donc télégénique. Oui. Masa aurait été piégé et vu que ce présentateur, invité spécial de l'émission, avait tendance à tout tourner en dérision, les producteurs auraient pu décider de couper abruptement la séquence et de mettre fin à l'émission, pensant que personne ne s'en souviendrait. Eh bien, d'après moi, c'est très peu probable. Car en effet, de nombreux utilisateurs Reddit japonais ont précisé qu'au Japon, la loi imposait qu'il devait y avoir un encart précisant lorsqu'une séquence télévisée était truquée. Après avoir bien regardé l'entièreté de cet épisode, aucun encart précisant que c'était en réalité un fake n'apparaît. On peut donc balayer cette théorie. Si toute cette histoire n'est pas un coup de la production, alors qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière ?
Et si on demandait à quelqu'un de compétent ? Lorsque l'on est face à une impasse, la meilleure chose à faire est bien souvent de se tourner vers quelqu'un de plus qualifié que soi-même pour tenter d'obtenir des informations. Un fait mystérieux ? Une enquête numérique ? Le Japon ? Assez rapidement, j'ai pensé à Satsujin. Et ça tombe bien parce que pour moi, Satsujin est un des meilleurs vidéastes true crime francophones qui est justement spécialisé dans les affaires japonaises. Si vous ne connaissez pas encore sa chaîne, je vous invite vivement à la découvrir et à vous y abonner. Voyons ce qu'il a trouvé. Il a un montage aussi. Merci pour ton invitation. J'avoue ne pas être un habitué des mystères d'Internet, mais le défi de comprendre ce qui avait pu pousser un groupe et une communauté à s'interroger m'a piqué au vif. Je connais bien l'émission Tantei Night Scoop, qui est aujourd'hui présentée par Matsumoto Hitoshi, l'un de mes acteurs et réalisateurs favoris, dont je vous recommande au passage les films Dai Nihonjin Ersan, et qui a beaucoup changé depuis les années 90. Elle se concentre sur des disparitions et du paranormal parfois un peu limite, mais revient aussi sur de vieilles affaires, dont celle dont tu parles aujourd'hui. Alors, en habitué et passionné des enquêtes criminelles, j'ai essayé d'appliquer ma méthode à ce mystère et je livre les éléments dont je dispose à tes abonnés. Tout d'abord, la nature des liens noués retrouvés dans les rues. Il s'agissait de ficelles plastiques plates que l'on retrouve dans les ateliers de conditionnement et les supermarchés pour emballer les colis et porter les sacs de courses trop lourds. Ils sont mis à disposition dans de nombreux supermarchés sous forme de rouleaux avec une petite lame pour en couper la quantité nécessaire. La personne qui s'adonnait à ce curieux passe-temps a donc pu s'en procurer facilement et à moindre coût. Pour ce qui est du process, ensuite, il a certes été retrouvé des nœuds simples sur des tuyaux, des barres de garde-barrière et des panneaux, mais aussi des objets de mobilier urbain entourés avec cette ficelle plastique et de longs morceaux attachés au feu de signalisation des voies ferrées et qui battaient au vent à chaque passage de train. L'objectif pouvait donc être, en prenant le parti d'un esprit enfantin, de faire des mobiles ou des petites décorations comme le font les enfants. Le mystère qui entourait tout cela a été bien mis en scène par l'émission, le parti pris de filmer de nuit, parfois la mise en avant du mystérieux homme derrière le présentateur, et le ton adéquat de réalisation, mais aussi par les posts dont tu parles et qui ont appuyé sur la mystérieuse disparition de cette vidéo. Alors, pour savoir pourquoi une archive média n'est plus disponible, rien de tel que de contacter le média en question. C'est ce que j'ai fait. Le service communication presse de Asahi Terebi m'a informé que le présentateur de l'époque, Kamioka Ryotaro, était en conflit avec l'un des invités récurrents, conflit qui s'était terminé en procès pour droit à l'image et à la perte d'un sponsor ne voulant pas être associé à l'image de cet invité. Au Japon, les sponsorisations sont intégrées aux émissions, un peu comme les youtubeurs le font aujourd'hui. Alors l'émission du 20 mars 1992 ainsi que 17 autres ont été retirées et n'ont plus fait l'objet de rediffusion. Des VHS plus ou moins officiels présentant des intégrales de saison ont pu être commercialisés par la suite, d'où la possibilité d'en trouver dans les brocantes et les boutiques d'occasion. Pour ce qui est de ce phénomène de nœuds et de ficelles plastiques, le journal Yomiuri Shimbun Osaka en parle et rapporte l'arrestation d'une femme âgée avec un problème psychiatrique, qui effectivement s'amusait à embellir son quartier de Konoeke Shindan à sa façon. Mais il y a aussi eu une vague de ce que l'on pourrait appeler des copycats, surtout après la diffusion de l'émission, qui se mirent à attacher de la ficelle partout dans la ville, comme le raconte le blogueur Nyan News. À cette époque, je prenais le bus et le taxi tous les jours jusqu'à Konoeke Shindan. Comme beaucoup, j'attachais des bouts de ficelle plastique aux panneaux sur le pont Taisho qui enjambe la rivière Yamato. Mais suite à l'émission de télé, la mairie a fait nettoyer le quartier, ça n'a pas empêché les gens de continuer, pour rigoler. En 2007, la dernière fois que j'y suis allé, c'était comme ça en tout cas. J'ai lu d'autres articles et d'autres blogs qui parlaient du sujet pour recouper les infos et je te confirme bien que tout cela n'était qu'un jeu des enfants de Osaka pour imiter ce qu'ils prenaient pour une mode après qu'une femme marginale du quartier n'ait commencé à lier ses ficelles un peu partout. Quant à l'émission soi-disant disparue,
Il ne s'agit que d'un problème de droit à l'image de sponsors mécontents. Pas de quoi fouetter un chat, mais qui a envie de fouetter des chats ? Allez, je te rends ton émission et conseille à tes spectateurs, faites attention à ce que vous lisez et n'oubliez pas que l'esprit critique et l'investigation restent les seules méthodes valables en tel cas. Matane. Merci Satsujin pour ces précieuses informations. Alors oui, comme je le précisais en introduction, ce n'est pas la complexité qui fait le mystère, mais plutôt l'histoire qui l'entoure. Car en effet, de nombreux mystères numériques sont davantage le fruit des imaginations fertiles de ceux qui les contemplent que le produit d'événements réellement inexplicables. Et bien souvent, une méthode d'investigation rigoureuse permet de dissiper les fantasmes qui entourent un fait a priori incompréhensible. Il n'en demeure pas moins que je trouve cette histoire fascinante, et ce, en dépit de son dénouement tristement rationnel. Mais d'un autre côté, le mystère des nœuds en nylon d'Osaka illustre en effet à merveille ce qu'est un lost media, et le bonheur que l'on peut éprouver en retrouvant des séquences a priori perdues depuis des décennies. J'espère que cette vidéo vous a plu, et j'aimerais une fois de plus remercier Satsujin pour sa participation à cette vidéo. Foncez découvrir sa chaîne, je vous garantis que vous ne le regretterez pas. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager cette vidéo à votre entourage. Ça n'est pas grand chose et ça aide beaucoup la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Obscuria. Très bien, donc tout ceci n'était qu'une transition de quartier, en fait. Tant mieux, hein, dans un sens, pour une fois qu'on n'a pas un truc horrible qui pop. Mais c'est intéressant quand même, hein. C'est intéressant de voir déjà toutes les manières qui ont été utilisées pour pouvoir récupérer les informations concernant le Lost Media et l'histoire en elle-même. Et c'est intéressant en fait de voir un petit peu tout ce qu'il y a autour. Le fait que si les épisodes ont été retirés, c'est lié à un problème de sponsoring et un problème de droit à l'image. Faut se contenter de peu. Hop. Bon ben voilà. Ça aura fait un petit épisode d'à peu près 2 heures. Quelque chose comme ça. C'est pas trop mal. J'espère que ça vous a plu. Hein. Comme d'habitude, c'est un plaisir, moi, de mon côté. Pardon. J'ai... Hop. Bon, ben, hâte de voir le prochain épisode des Lost Media de Feldu. Et je sais pas si on aura d'autres à regarder d'Obscuria. N'hésitez pas à vous abonner aux 2 chaînes d'ailleurs, pour le coup. Obscuria, on y reviendra parce qu'il y a des trucs très intéressants à voir, notamment sur des mystères autour de YouTube, des mystères autour de certains sites internet. Ça me plaît bien. Puis voilà. Merci aux gens qui sont venus sur le live et qui ont participé. C'était très cool. Merci à vous d'avance d'avoir suivi et à ceux qui vont regarder la VOD sur YouTube. Hein. Bien évidemment, la bise Riverlands. Hein. Bonne soirée à toi. On va faire un raid comme d'habitude. On va aller raid la chaîne de Narakia. À la prochaine, Zirexeni. Puis voilà. Hop. Lancer un raid. On
Voilà, comme d'habitude, je vous répète, on fait des raids pour pouvoir soutenir d'autres créateurs, d'autres streamers. Hein. C'est aussi bien pour eux que pour moi, ça nous permet de nous faire connaître. Donc voilà, je vous invite à aller faire un petit coucou en restant courtois. Quant à nous, de notre côté, on va se retrouver pour une prochaine fois, pour le prochain épisode d'Atrocity, ou tout simplement pour d'autres trucs en live. Allez, portez-vous bien. Et puis la bise. Allez, à plus.